On a affaire à un prêtre vitaliste. Ouais. C'est pas du tout ce qui se passe. Alors, on a un prêtre qui, en plus, il y a un dialogue qui est vraiment intéressant à ce moment-là, qui monte un peu, ça monte en gamme le dialogue à ce moment-là, alors que les dialogues, bon, sont, comme je l'ai dit, parfois un peu plats. Mais là, quand même, ça monte. Et il dit des choses très intéressantes. Il dit, par exemple, mais si on te proposait que le mort revienne, ressuscite, celui que tu as tué, ressuscite, mais en échange de quoi, toi, tu ferais beaucoup de prison. Tu accepterais ou pas? Et là, Jérémie, honnêtement, répond, bah non. Ah, lui dit le prêtre, en fait, t'as pas vraiment mauvaise conscience. Et la mauvaise conscience, c'est faux. Et il dit d'ailleurs, nous vivons dans un monde qui est en permanence ravagé par le mal, ravagé par l'horreur. On le sait bien. Et on s'en arrange bien. Il s'agit pas de se flageller pour ça. Il s'agit pas de s'en vouloir, mais il s'agit de constater qu'en fait, nous n'avons pas une grande capacité de mauvaise conscience. Je reviens à la scène des champignons. Elle est intéressante parce que c'est un petit exercice moral comme Ruwen Ogien aurait pu en décliner. C'est qui Ruwen Ogien? C'est un philosophe génial qui est mort, hélas, il y a quelques années et qui fait des petites expérimentations morales. C'est vraiment une pensée libertaire. C'est intéressant. Tu vois, la scène des champignons, c'est intéressant parce qu'ils sont 3 à manger. L'omelette aux champignons. Il y en a un qui est gêné. C'est Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait d'où viennent ces morilles. Mais il sait, mais l'abbé aussi, il sait. Il mange l'abbé à ce moment-là? Je crois bien, il est en face, hein. Oui. Alors l'abbé, de toute façon, je passe parce qu'il est lui-même absous par rapport à la mauvaise conscience. Mais la troisième personne, comme elle sait pas, elle est pas dégoûtée. Ouais, Martine. Ça veut dire que le dégoût ne vient pas de la texture même des champignons. Les champignons, c'est des champignons. Ça vient de ma mauvaise conscience. Tu vois, c'est comme, tu vois, l'inceste. Un frère et une sœur couchent ensemble. Ok. Mais s'ils le savent pas, je crois qu'il y a même des pages comme ça là-dessus chez Ogien. C'est peut-être de lui que je tire cet exemple. Dans l'histoire de ma vie de Casanova, il y a un chapitre justement où il couche avec sa fille. Ouais, mais en connaissance de cause? Non, il ne savait pas. Tout à fait. Mais c'est marrant que tu parles du 18e et de Casanova parce que c'est typiquement aussi ce que Diderot aurait pu développer comme réflexion. En fait, la morale, c'est une construction mentale par rapport à certaines conventions, certains usages, etc., qui sont sans doute d'ailleurs nécessaires à la vie en société, mais qui n'ont pas de substance. L'inceste, c'est une prohibition probablement tout à fait viable. Je ne suis pas en train de m'insurger contre cette prohibition. J'espère que je suis bien compris. Mais par contre, ça n'est pas dans la substance même des corps, puisque un frère et une sœur qui ne sauraient pas qu'ils le sont coucheraient ensemble sans aucun scrupule, enfin en tout cas sans mal, à partir du moment où il y a du désir. Bon, c'est intéressant de voir que c'est quand même le prêtre, c'est quand même l'histoire du christianisme, par exemple, c'est quand même ça, c'est d'avoir fait peser la mauvaise conscience sur les humains. Il y a quand même une dimension éminemment morale et coercitive dans le christianisme. Par exemple, voilà, tout à fait. Citons ce livre magnifique, enfin en tout cas cet extrait magnifique de l'Ancien Testament. Bon, et après il y a cette fameuse scène du confessionnal. Ah oui, il y a complètement le renversement. Voilà. C'est l'abbé qui se confesse. Tout à fait. Là, le renversement, il est plus théorique, il est effectif. C'est-à-dire que tout est pris à l'envers. Mais je pense d'ailleurs, c'est une stratégie d'écriture de Guiraudy. Je pense c'est à mon avis, c'est comme ça qu'il écrit, ce qu'on voit très très bien dans ses romans d'ailleurs. C'est qu'il prend toujours à l'envers quelque chose. On va essayer l'inverse et on va voir ce que ça donne. Donc bon, évidemment, la scène de confession, normalement, il y a un prêtre qui confesse quelqu'un. Et alors là, s'ensuit une espèce de dialogue totalement virtuose, totalement, disons, lisible de 3 manières à chaque réplique, où sous couvert de parler du prêtre, en fait, on est en train de parler de Jérémie et de son propre scrupule. Jérémie est en train de dire au prêtre, non, mais vous allez craquer, vous allez probablement révéler les choses, c'est évidemment de lui qu'il est en train de parler, comme bon, c'est une espèce de tourbillon, mais c'est vraiment extraordinaire ce dialogue. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça produit? C'est que se retrouve sur le même plan de culpabilité ou de non-culpabilité le criminel et le témoin. Ce qui est encore une fois une façon d'absoudre Jérémie, puisque voilà, bon. Après, tu l'as très bien dit, mais ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi le prêtre fait ça. Il y a 2 choses. Premièrement, il serait une espèce de philosophe, un philosophe 18e siècle, comme Casanova ou comme Diderot, et qui serait là pour répandre le nouvel évangile, qui est à l'inverse du premier, ou pas d'ailleurs, mais on va dire à l'inverse pour être simple, et qui consisterait à dire, nous décrétons maintenant, la morale s'est toujours constituée contre la vie. La morale est là quand même pour brider la vie, la cadrer, la rendre vertueuse, etc. Nous décrétons maintenant une morale de la vie. Là où il y a de la vie, il faut être loyal à la vie. Dans la vie, il n'y a pas de mauvaise conscience, donc il ne faut pas s'égarer à avoir mauvaise conscience, puisque ce serait tomber dans le faux, et donc quelque chose qui trahirait ce qui est véritablement vivant. Donc ça serait, le prêtre serait un personnage philosophe. Mais comme on est chez Guiraudy, il a quand même une autre motivation, que tu as déjà dite, à savoir qu'il fait ça parce qu'il désire Jérémie. Et il le dira lui-même dans sa grande honnêteté. Il le dit à la fin de la scène de falaise. Il dit, mais tu sais, si je fais ça, c'est parce que... Mais il le dit déjà au moment de la scène de confession. Hein.
Il le dit aussi dans la scène de confession, tout à fait. Mais je sais plus laquelle précède l'autre. Je pense que Mais c'est d'abord la falaise précise, et après la confession. C'est hein. d'abord la confession et ensuite la falaise. Ah d'accord, Et j'avais oublié. ce qui précise dans la falaise, c'est que il faut vraiment pas qu'il se suicide parce que sinon, comment lui il va faire pour continuer de vivre en fait. C'est ça, absolument. Et donc c'est au nom de ce désir. C'est-à-dire, en gros, le calcul est le suivant. Si Jérémy a mauvaise conscience et va par exemple se rendre au flic, Jérémy va en prison et donc Jérémy ne sera plus à disposition du prêtre qui veut l'avoir dans son champ de vision et éventuellement dans son pieu. Et donc c'est au nom de l'intérêt propre de son désir, c'est pas du tout par altruisme en quelque sorte que le prêtre agit. Et après c'est pour ça aussi qu'il va disculper aux yeux des flics Jérémy, parce qu'en fait non seulement il le disculpe moralement, mais aussi c'est lui qui va inventer un alibi aux flics. C'est aussi lui qui va enterrer. Oui. C'est une très belle idée de Guiraudy qui est très simple. Il porte la croix à sa manière, il porte le mort. Ce qui est donc une façon de le rendre à la terre à son tour, de la même façon que Jérémie lui-même l'avait enterré dans la terre. Donc c'est honorer le cycle de la vie. C'est aussi lui donner une sépulture, et c'est ce que fait un prêtre. Tout le monde a le droit à une tombe digne de ce nom, mais c'est aussi une façon de mettre le cadavre hors de portée des flics. Donc ça le dédouane absolument. Et c'est toujours, effectivement, au nom de son désir. On peut même dire qu'à un moment, l'alibi qu'il va donner Aux gendarmes. aux gendarmes, à savoir, nous étions ensemble ce jour-là, cette nuit-là, la nuit où nous soupçonnons que Jérémy a sans doute commis ce crime. En fait, il était avec moi. Mais comment ça se fait? Parce qu'on se désire. Et là, on voit bien, à la fois, c'est une très belle trouvaille narrative. Mais c'est suggéré d'ailleurs, c'est ça qui est pas mal aussi. Ouais. Mais c'est aussi philosophique. C'est le désir est l'opérateur d'absolution. Mais je pèse les mots. Hein. Le désir est l'opérateur d'absolution. C'est un renversement total des axiomes moraux en général et notamment chrétiens. C'est la miséricorde dans ce film. À partir du moment où ça désire, alors tout est pardonné. Le désir fait loi. C'est pas simplement le cycle de la vie qui prime ici. C'est le désir en lui-même. Là où il y a désir, il y a absolution. Alors d'ailleurs, on pourrait dire qu'il est pervers. Il est pervers. Le pourquoi? prêtre, hein, le Mais parce qu'il ne cesse de... C'est quoi un pervers? Ou c'est quoi la perversité? Il y a mille façons de le définir. Mais moi, il faut revenir pratiquement au sens le plus simple de perversité. On pervertit quelque chose quand on le détourne de ce qui est attendu qu'on en fasse. Le prêtre est un multipervers. Il pervertit la scène du confessionnal pour en faire une scène d'aveu de son désir. Il détourne une scène du confessionnal où en général on essaie d'évacuer le désir en scène de déclaration. Déclaration renversement, quoi. Renversement. Il pervertit aussi la morale à son propre intérêt, enfin, en fonction de ses propres objectifs, parce que l'idée c'est quand même de foutre Jérémy dans son lit. Puisqu'il va falloir donner crédit au fait que nous sommes amoureux l'un de l'autre, et ben maintenant tu vas venir dans mon lit, comme ça si les flics débarquent, ben ils verront qu'en fait on est amants et tu seras disculpé. C'est vraiment des stratégies que certains appelleraient assez vite de pervers narcissiques. Ça pourrait être un personnage totalement discutable et même très antipathique. Mais sauf qu'on est chez Guiraudy. Et chez Guiraudy, le désir est toujours bon. Or, le désir est fondamentalement pervers. Il faut toujours rappeler que nous, les êtres humains, nous avons des désirs pervers. Pourquoi? Parce que nous avons des rapports sexuels qui détournent la sexualité de sa fonctionnalité biologique, à savoir la survie de l'espèce. Il arrive, pas très fréquemment dans mon cas et très fréquemment dans le tien, que nous ayons des rapports sexuels qui ne se traduisent pas par la procréation. Oui. Et donc dont l'objectif aura été plutôt des choses comme le plaisir, des choses comme ça. Bon, tu vois très bien de quoi je parle. Oui, je vois très bien. C'est tout à fait pervers. Notre sexualité, elle est à 99% perverse de ce point de vue-là. Donc le prêtre est pervers, mais tout le monde est pervers. Le désir est toujours pervers. Et donc le prêtre est pervers, mais il est absous aussi, puisqu'il est pervers en tant que désirant, et tous les désirants sont absous chez Guiraudy en tant que tel. Je suis un peu long, mais je pense que ça méritait, tu vois, de décomposer un peu tout ça et les opérations morales qu'il fait, parce que d'abord, je les trouve intéressantes philosophiquement, et en plus, elles sont, alors là pour le coup, mais très ingénieusement intriqué avec la narration du film. Enfin, c'est ça qui est très beau dans le rôle du prêtre, parce il a vraiment cette espèce de triple épaisseur, quoi. À la fois de prêtre. Et j'insiste bien, c'est pas l'histoire d'un type qu'on a vu 1000 fois au cinéma dans des fictions très morales et très dénonciatrices. Ah oui, ce prêtre, il a des vêtements de prêtre, mais en fait, c'est un gros dégueulasse au fond. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, ses habits de prêtre et sa légitimité de prêtre permettent à Guiraudy de sanctifier le désir. C'est ça l'opération du film. C'est une sacralisation du désir via la figure du prêtre. Donc faut pas prendre des choses à l'inverse. Et du coup, je comprends mieux, si tu veux, quand je relis ma première demi-heure où j'étais un peu